Donc, je m'appelle Saskia Foucard, je suis médecin gériatre à l'Institut franco-britannique à Levallois. Je vais vous faire, moi, une petite présentation sur ce qu'on appelle les postures facilitantes. Donc, on a été grandement aidé par l'HAS qui a fait tout un tas de recommandations de bonnes pratiques qui ont été très inspirées par les équipes canadiennes qui sont, à mon sens, en tout cas, les meilleures avec le plus de bienveillance dans l'approche des gens qui ont des maladies neurodégénératives et qui ont des troubles du comportement. Et donc là, on va se différencier en deux grandes parties. Une partie un peu plus préventive, on va dire, donc comment prévenir l'apparition des troubles du comportement chez les patients atteints de maladies neurocognitives. Et puis ensuite, comment les prendre en charge, comment on prend en charge ces patients au quotidien, que ce soit dans les équipes, dans les lieux sanitaires ou les lieux sociaux, dans les EHPAD, dans les EHPA, dans tous les lieux que vous rencontrez où vous prenez en charge ces patients, ou même en tant que soignant, même si on est administratif, quand on est amené à rencontrer à la mairie, au conseil départemental, des patients qui ont des troubles du comportement et pour lesquels la prise en charge peut être un petit peu compliquée. Donc c'est le savoir-être, le savoir-faire, avec la première partie qui est donc plus de tout ce qui est préventif. Donc le préventif, on va en parler un petit peu dans toutes les situations cliniques qu'on rencontre au quotidien, avec pour la première le moment de la toilette. Le moment de la toilette, là tout le monde l'a dit dans les présentations de tout à l'heure, peut souvent être un petit peu difficile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer les choses? Il faut tout d'abord prévenir le patient que le moment de la toilette va arriver, quel que soit aussi le niveau de compréhension qu'il peut avoir, mais le prévenir que ça va être le moment qui va suivre. Choisir le type de toilette qui est adapté aux résidents. C'est compliqué parce que certains de nos résidents n'ont pas eu l'habitude de se doucher tous les jours, n'ont pas dans leur logement finalement de douche. Donc quand du jour au lendemain, ils vont dans des institutions où il y a des douches et ils doivent prendre quotidiennement des douches, c'est quand même un petit peu un choc. Donc parfois, pour certaines personnes, on est obligé de s'adapter. Donc ça veut dire qu'on ne va pas faire une douche au patient, mais ce sera une toilette au lavabo. Ce ne sera pas tous les jours ou 2 fois par jour comme nous on en a l'habitude, mais ce sera 2 fois par semaine comme on a pu le dire. Il faut évidemment lui demander son accord, privilégier l'autonomie des patients. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire à la place des gens, mais au contraire pour stimuler au maximum les facultés qu'ils ont et ce qu'ils peuvent faire tout seuls. Parce que c'est un petit peu difficile pour eux, ils prennent vraiment ça comme une intrusion, ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait des gens qui viennent, qui interviennent, qui les aident à la toilette. Donc au maximum, il faut leur donner le gant, il faut leur donner le savon, il faut qu'ils puissent faire eux-mêmes les choses. Assurer l'intimité de la personne, et ça j'en parle encore plus facilement quand on est dans un hôpital et qu'il y a des chambres doubles et que ce n'est pas facile et qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a souvent une problématique du temps, mais qu'il faut vraiment s'assurer qu'il y ait bien des paravents, que les portes soient fermées, que ce ne soient pas des soins qui soient faits au vu de tous, parce que ça peut être quand même source de troubles de comportement et d'une anxiété, d'une agitation qui est importante. Essayer de décaler les soins autant que possible en cas de refus. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile, surtout que vous connaissez mieux les patients quand vous êtes à domicile ou dans les EHPAD, parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Et donc, on essaye de s'adapter pour le projet de soins personnalisé, justement, de ces patients. Telle personne préfère faire sa toilette le soir plutôt que le matin. Ça, évidemment, à l'hôpital ou à la maison, c'est compliqué parce qu'on n'a qu'un petit temps et que c'est à ce moment-là qu'on passe et c'est à ce moment-là qu'on doit faire les soins. Mais essayer de voir si c'est possible de réorganiser le programme de la journée pour s'adapter à chaque patient, finalement. Être doux dans ses gestes et sa voix, expliquer aux résidents ce qui va être fait et ce qui est fait au fur et à mesure, parce que finalement, parfois, Laetitia parlait de l'amnésie. L'amnésie, elle est antérograde, ça veut dire qu'on dit quelque chose et c'est oublié au fur et à mesure. Donc, il faut vraiment répéter les choses à intervalles réguliers, redire là, je vais vous laver, là, je vais passer aux jambes, maintenant, ça va être la tête. Vraiment expliquer les choses, négocier les soins et discuter tout du long avec le résident pendant la toilette. Et ça, ce sera quelque chose qu'il faut faire
vraiment le plus possible, avoir recours à ce qu'on appelle la réminiscence. Donc, c'est essayer de parler aux patients de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, d'où ils viennent. On en a déjà un bon élément avec le nom. Il y a souvent des points communs qu'on se trouve avec les patients, de leur lieu de vie, et d'avoir vraiment des sujets de conversation qui permettent aussi finalement de faire diversion pendant des soins qui peuvent sembler intrusifs, et on met en place des nouvelles routines avec les gens qu'on connaît de mieux en mieux. Ensuite, il y a le moment donc, du réveil et du petit déjeuner. Ça, c'est toujours la même chose, se représenter à chaque fois pour toujours ce problème d'amnésie, être sûr qu'ils aient vraiment bien identifié quel était notre nom et quelle était notre fonction. Souhaiter une bonne journée aux gens, respecter le rythme du patient autant que possible. Donc ça, c'est à domicile, essayer de passer. Si les gens sont des lève tard, essayer de passer plutôt vers 11 heures, plutôt qu'en début de tournée vers 8 heures du matin, si c'est possible. Pareil à l'hôpital, essayer d'organiser les soins de façon à ce que ça respecte la vie de la personne et son autonomie habituelle, ce qu'elle faisait avant chez elle. Parce que ça, c'est source aussi de troubles du comportement quand on change de lieu de vie, justement, parce qu'on change toutes ses habitudes de vie. Éviter d'être brutal et de parler fort, et ne pas générer une ambiance d'urgence. C'est parfois difficile quand on est en sous-effectif, qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à servir, qu'on a finalement envie de bien faire, qu'on a finalement envie que tout le monde ait sa toilette suffisamment tôt pour pouvoir débuter sa journée. Mais pour le patient qui reçoit le soin, quand il y a un sentiment d'urgence, pour lui aussi, c'est source d'anxiété. Voilà. Soit de la visite médicale, soit des visites de l'entourage dans les EHPAD. Il faut essayer au maximum, ou dans les lieux de vie, dans les foyers logements, de proposer un lieu calme pour les visites, un petit peu s'extraire du bruit environnant. Privilégier la communication entre les soignants et la famille. Pourquoi ? Parce que parfois, les patients ne sont plus en capacité de raconter complètement leur histoire et donc de transmettre un petit peu ce qu'ils ont été. Donc on recueille des informations auprès des familles afin de pouvoir s'assurer que les soins se fassent de la meilleure façon possible. Informer les visiteurs de l'importance de leur venue et des possibles conséquences que ça peut avoir. Donc essayer de réfléchir aussi au moment des visites. Ça veut dire qu'il faut la plupart du temps ne pas venir au moment où le patient, par exemple, est à des instants intimes, donc au moment de la toilette si elle a lieu l'après-midi, ou au moment des repas. Essayer d'annoncer la venue de quelqu'un si c'est possible. C'est toujours la même chose, c'est parfois un petit peu compliqué. Et dans les suites de cette visite, il faut prendre le relais auprès du patient pendant quelques minutes après le départ du visiteur. Parce la plupart du temps, il y a eu un nouvel équilibre qui s'est formé. Et parfois, il peut ressentir un sentiment d'abandon, donc ce qui génère des troubles du comportement. Alors que si on peut passer après, réexpliquer, dire que la famille, les aidants, l'entourage va repasser, qu'ils sont venus, qu'on a passé un bon moment et qui va sûrement se reproduire la semaine prochaine, ça rassure les patients, plutôt que de se retrouver seul brutalement. Le moment des repas. Le moment des repas peut être un moment qui est convivial, partagé avec beaucoup de monde, et c'est ce qu'on essaye de privilégier au maximum parce que chacun a une responsabilité à table. Il peut y avoir des liens sociaux qui se créent, mais parfois les gens n'en ont pas envie parce qu'ils n'en ont jamais eu envie, n'ont jamais partagé leur repas. Donc il faut savoir aussi respecter ça si c'est le choix des patients. Il faut vérifier la température de la nourriture. Privilégier l'autonomie ou l'entraide entre les résidents, tant que possible. Donc, il faut ne pas leur donner à manger si jamais ils sont en capacité de le faire, ou au moins une partie. Créer une ambiance la plus calme possible, donc privilégier qu'il n'y ait pas de bruit aux alentours, qu'il n'y ait pas d'éléments qui fassent interférence avec leur attention, par exemple la télévision, parce que ça rend les choses compliquées d'un point de vue pratique, juste au niveau de l'alimentation, éventuellement de la présence de troubles de la déglutition qui sont fréquents chez ces patients et qui peuvent être prévenus en assurant la meilleure attention possible.
Lorsque les patients, les résidents ont besoin d'aide pour l'alimentation, il faut aussi s'assurer que ça se passe dans des conditions où vraiment les soignants sont à hauteur des patients afin que les patients ne se sentent pas en situation d'infériorité. Ça permet aussi d'éviter les fausses routes parce que quand on est au-dessus, eh ben, on a tendance à mettre la tête en arrière et quand on met la tête en arrière, ça ouvre les voies aériennes supérieures et donc c'est la fausse route à tous les coups. Donc ça a deux vocations. Il faut s'assurer que la texture soit adaptée parce que déjà, c'est parfois un petit peu difficile de changer complètement d'alimentation quand on rentre dans une EHPAD, mais si jamais on a une texture mixée alors qu'on n'en a pas tellement besoin ou strictement sans sel, ça ne favorise pas l'alimentation. Donc, ça crée aussi un déséquilibre. Il faut connaître les goûts et les aversions des patients, respecter le rythme du résident dans sa prise de repas. Donc, il y a des gens qui mangent très très lentement, soit parce que d'un point de vue organique, ils ne peuvent pas faire autrement, soit parce qu'ils ont toujours mangé très lentement. Donc il faut essayer de pouvoir respecter ça. Nommer les plats, les prendre les uns après les autres et pas de façon concomitante, le sucré avec le salé, avoir vraiment, comme le patient l'aurait fait au départ, adapter les textures des aliments, on l'a dit, et adapter les ustensiles aux capacités du résident. Donc ça, c'est tout ce qui est ergothérapie. Des gens qui, par exemple, peuvent avoir fait des AVC, qui ont besoin de cuillères spécialisées, qui ont besoin de tapis antidérapants pour l'assiette afin de pouvoir rester autonomes dans leur prise alimentaire. Au moment du coucher, générer une ambiance calme et rassurante, privilégier au maximum la discussion pendant la mise au lit, respecter l'heure d'endormissement de la personne, il y a des couches tôt et des couches tard, adapter la qualité de la protection de manière à réduire le nombre de changes dans la nuit. Donc c'est essayer de réfléchir si, en fonction du type de protection qu'on a, si on est couche tôt ou couche tard, justement à quelle heure, à quel moment de la tournée on peut faire afin d'avoir à éviter de réveiller les patients en tout début de journée et si jamais ils sont plutôt couche tard. Respecter l'heure de la prise du traitement et ne pas réveiller systématiquement les patients pour faire des tours s'il n'y a pas de raison médicale. La nuit, tant que possible, donc avoir l'atmosphère la plus noire possible. Donc il n'y a pas de raison d'avoir des veilleuses, sauf si on est en train de faire un soin. Veiller au calme, l'absence de bruit, pour que ce soit pour les signaux sonores, comme ça c'est surtout pour l'hôpital, les sonnettes, le nettoyage. Orienter, dès qu'on va parler aux gens, les orienter dans le temps et dans l'espace, leur rappeler qui nous sommes, donc se représenter, parce que le personnel de nuit est souvent plus difficile à identifier, se représenter, s'orienter, rassurer, calmer par une voix douce, toujours utiliser le contact, le toucher. Voilà, maintenant c'est plutôt la partie prise en charge au moment des troubles du comportement, quand ils sont là, moins préventive, qui utilise finalement une grande partie des techniques qu'on a déjà citées précédemment, avec tout le préambule qui est vérifier que l'apparition d'un trouble du comportement ne soit pas représentatif d'une pathologie somatique sous-jacente, d'un changement d'environnement, après avoir fait l'enquête finalement étiologique, ça veut dire savoir la cause de ces troubles du comportement. Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que c'est l'évolution d'une maladie neurocognitive? Essayer de relever les circonstances qui favorisent l'apparition d'un trouble du comportement. Est-ce qu'il y a un horaire spécifique, une situation spécifique, une personne parfois? Parfois, il y a des personnes avec qui ça ne passe pas parce que finalement, on leur rappelle quelqu'un qui ne leur plaisait pas. Donc, il faut aussi savoir passer la main, transmettre à d'autres soignants, parler en équipe pour savoir, mais toi, comment ça se passe? Parce que moi, vraiment, j'y arrive pas à chaque fois. À chaque fois, ils me repoussent. À chaque fois, est-ce que toi, c'est pareil? Ah non, peut-être pour confronter ces histoires, pour voir s'il y a des choses qui peuvent être faites, qui peuvent être améliorées. Connaître la personnalité antérieure du résident ainsi que son histoire pour utiliser la réminiscence. En cas d'opposition, en cas de refus de soins, là, ça va être un petit peu des to-do ou not to-do, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, quand il y a un refus de soins, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à être le plus calme possible, le plus doux, entourer les gens
essayer de décaler les soins autant que possible. Il y a des choses, si on décale 1 jour, 2 jours, 3 jours, un soin d'hygiène, c'est pas très grave. Alors quand c'est un soin médical, une injection, une antibiothérapie, ça peut être plus compliqué. Mais il y a tout un tas de choses qui peuvent finalement être décalées. Un prélèvement sanguin, il faut insister auprès des médecins, mais souvent on peut les décaler. Il n'y a pas forcément d'urgence vitale. Donc on peut prendre le temps de reparler des choses et de les décaler. Être à l'écoute, prendre le temps de connaître la raison du refus, parce que souvent elle est exprimée, est-ce que parfois on a juste besoin, les patients nous disent, mais ma fille n'a pas très bien compris en fait pourquoi vous vouliez refaire une prise de sang alors qu'il y a 2 jours elle était normale. Le simple fait de parler à la fille, ça rassure la patiente et finalement après on peut faire le soin, essayer de comprendre. Solliciter l'aide du patient pour faire les soins, privilégier l'autonomie des patients, que ce soit dans l'habillage, l'hygiène, la réalisation des gestes du quotidien. Parfois, demander à un autre membre du personnel d'assurer le soin, on en a parlé tout à l'heure. Essayer de négocier. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas infantiliser les gens, il ne faut pas élever la voix, parce que finalement, on se rend compte, et ça, assez rapidement, que ça aggrave les choses, ça aggrave l'anxiété et parfois l'agitation et l'agressivité même des gens. Ne pas les réprimander ni les forcer. Évidemment, ça, ne pas utiliser le moyen de contention, avec la seule petite limite quand il y a, par exemple, on parlait des patients qui ont des confusions avec des gros troubles du comportement à cause d'une rétention aiguë d'urine, donc il y a quelque chose de curable. Parfois, malheureusement, on est obligé de contentionner les gens pendant des durées très, très limitées, le temps de mettre en place le traitement, et ensuite les symptômes s'amendent et les choses s'améliorent. En cas de comportement moteur aberrant, donc ça c'est vrai que la situation est facilitée quand on a des locaux qui permettent la déambulation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les gens déambuler, s'assurer que les dames ne soient pas en claquettes et qu'elles ne se cassent pas la figure, mais qu'elles aient des chaussures adaptées. Ne pas mettre des choses dans le couloir, ne pas laisser le couloir mouillé afin qu'on se casse la figure, ou les portes ouvertes vers les locales techniques, mais au contraire accompagner les gens. Il faut d'ailleurs marcher avec eux, ça fait faire du sport à tout le monde, on n'a jamais le temps, donc on se balade d'un endroit à un autre et on les accompagne finalement. Et on assure tant que possible une présence régulière auprès du résident. C'est difficile, mais il faut aussi se raisonner même au moment du repas. En fait, s'ils n'ont pas envie de s'asseoir, on ne réussira pas à améliorer les choses en les forçant à s'asseoir, ils vont se relever, ils vont se forcer. Donc il faut essayer d'accompagner un petit peu. Et puis accompagner aussi les moments des repas, dans ces cas-là, en ayant des choses froides, en s'adaptant à chaque fois. Alors évidemment, ça convient pour les structures où il y a plusieurs soignants tout au long de la journée. C'est moins possible à domicile, donc il faut essayer au maximum de faire pendant le temps imparti qui est souvent court. Mais si possible, demander de l'aide soit d'autres soignants, soit à l'entourage, la famille. En cas d'agitation, toujours essayer d'être le plus doux, le plus rassurant et sécurisant possible. Le contact, ça marche toujours assez bien, je trouve, embrasser. Bon, ça, faut pas sauter sur les patients non plus, mais chanter une chanson, ça dépend ça aussi de ce qu'ils ont. Mais ouais, au fur et à mesure, quand on les connaît un petit peu, on sait un petit peu quel genre de musique ils aiment. Alors ça, c'est toujours la même chose. Il y a ce que eux aiment et ce que nous, on aime, c'est pas forcément la même chose, mais il faut essayer de trouver quelque chose qui leur évoque leur jeunesse, ou pas leur jeunesse d'ailleurs, mais qui évoque en tout cas des bons moments. Essayer de discuter ou d'orienter le résident vers une autre idée lorsqu'il est agité. Essayer de lui proposer une autre activité, essayer de lui proposer une collation, essayer de lui proposer une petite balade. Et ça, finalement, ça marche assez bien. Établir le plus de routine possible pour que les gens ne soient pas surpris. Repérer les moments de fatigue et d'agacement. Assurer une présence permanente au moment du crépuscule, qui est souvent un moment où il y a plus d'agitation. Et si vraiment les choses sont trop invalidantes et mettent en péril la sécurité des autres, dans ces cas-là, on est tenu d'isoler les patients. Éviter au maximum les réactions brutales, d'avoir des ambiances qui sont anxiogènes, trop de bruit, trop de lumière, vraiment apaiser le plus possible les choses et ne pas les solliciter de façon incessante. Parfois, juste les laisser
soit déambuler, soit s'agiter un petit peu et les gens s'apaisent tout seuls et ne pas utiliser de moyens de contention. En cas d'agressivité, les choses sont à peu près similaires. Donc, c'est être rassurant, être sécurisant, le contact, chanter, embrasser, discuter, faire diversion. Ça, c'est vraiment la chose. On se trouve beaucoup de points communs avec les gens sur les voyages qu'on a faits, sur les lieux de vie. Proposer des activités, des promenades, une collation, une boisson. En cas d'agressivité avérée, que ce soit envers le patient lui-même ou envers les autres, il faut quand même être méfiant. Il ne faut pas laisser d'objets contondants, il ne faut pas laisser des verres en verre qui risquent de voler un petit peu. Mais dès qu'il y a quelque chose qui vole, on s'en rend rapidement compte et on ramasse tout ce qui traîne. Assurer un périmètre de sécurité quand vraiment les choses commencent à devenir compliquées. Isoler le patient et appeler le médecin pour voir. Là, parfois, on n'a pas d'autre alternative quand il y a mise en danger des autres que d'avoir une contention, qu'elle soit chimique par des médicaments ou mécanique par des contentions physiques si besoin. Essayer de ne pas montrer sa peur. Parfois, ça peut être un peu difficile quand ce sont des grandes personnes bien musclées. Ne pas les infantiliser. Ne pas se sentir blessé des propos tenus, évidemment, même si parfois on se fait appeler par des noms d'oiseaux, on a des propos injurieux. Ce n'est pas centré sur nous, c'est juste le reflet de leur agressivité, d'une difficulté qu'il faut prendre en compte et qu'il faut essayer de traiter. Ne pas générer une ambiance anxiogène, donc pareil, limiter les bruits, la lumière. Ne pas adapter un ton supérieur ou autoritaire. Ne pas tenter de raisonner le résident qui, lorsqu'il est dans ces phases où il est trop agressif, n'est pas accessible au raisonnement. Ne pas punir ou faire de remarques humiliantes. Ni utiliser de moyens de contention, sauf cas extrêmes. Concernant les délires et les hallucinations dont on a parlé tout à l'heure, donc là c'est un petit peu difficile. Il faut essayer de dire aux patients qu'on les croit, mais qu'on n'a pas entendu et qu'on n'a pas vu ce qu'ils nous disent. Mais que, bon, s'ils nous le disent, probablement ça doit être vrai, mais qu'il va que nous, on a vu personne derrière la porte et puis on n'a pas entendu ce qu'ils nous disaient. C'est d'avoir des propos rassurants parce que parfois c'est très anxiogène pour eux. Donc on peut même être amené à les sortir de leur environnement quand c'est trop anxiogène. Changer de conversation, orienter le résident vers une autre idée, assurer la présence la plus régulière possible, prévenir le médecin, ne pas paniquer, ça va pour tout, ça, ne pas paniquer. Tenter de raisonner le résident, ne pas l'infantiliser, ne pas nier le délire, parce que ça entretient l'anxiété, l'agressivité, et entretenir une conversation sur ce délire parce que ça crée des situations complexes, ambiguës. Il me semble que c'est peut-être le dernier. Donc en cas de cri, le cri qui peut être le témoignage, le reflet de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment pas parler encore plus fort parce qu'on ne s'en sort pas. Essayer de parler le plus doucement possible, essayer de capter le regard des patients, de leur tenir la main, de créer une ambiance apaisante et détendue. Et pareil, faire diversion, donc une collation, une boisson, prendre en charge, réfléchir que ça peut être le reflet d'une douleur, même si elle nous semble disproportionnée, il ne faut pas la nier, il ne faut pas la minimiser. Cette ambiance non anxiogène, donc pas trop de bruit, pas de lumière trop aveuglante, et ne pas hausser la voix. Voilà, donc là c'était toute la partie trucs et astuces pour le quotidien. Merci.